Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième et dernier webinaire à destination des UAP de la région Wallonne concernant des projets photovoltaïques. Donc, voici un peu un plan de cette présentation. D'abord une petite introduction, ensuite ma collègue Johanna, pardon, va vous présenter les étapes d'une procédure de marché public avec voilà, la définition des besoins, le type de marché, etc., jusqu'à l'attribution et l'exécution. Euh, Ensuite, en deuxième partie, je vais vous présenter un peu plus en détail les exigences techniques qu'on peut retrouver dans un cahier des charges, un cahier spécial des charges. Donc voilà, quant aux puissances, les modalités d'entreprise, tout ce qui est équipement, etc. Et ensuite, on terminera avec une séance de questions-réponses. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'introduction, voilà, donc dans ce webinaire, on va se pencher sur les procédures de marché public et on va voir donc les exigences techniques qui se retrouvent dans les cahiers spéciaux des charges. Et le but, c'est vraiment de pouvoir vous aider à concrétiser un futur projet photovoltaïque dans votre UAP. Je laisse la parole à Johanna. Oui, donc voilà la ligne du temps qui va un peu nous servir de fil rouge finalement dans ce webinaire, en tout cas pour la première partie, de parler, de plonger vraiment dans les aspects plus techniques. Donc on va se focaliser ce matin sur surtout la première étape qui est la passation du marché public. Donc vous voyez vraiment dans le schéma sur la gauche et qui reprend en fait 5 grandes étapes. La définition du marché public, le choix du mode de passation, la rédaction des documents du marché, le lancement et l'attribution avant donc de passer à la phase suivante d'exécution dont nous allons beaucoup moins parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, la définition du besoin. Donc, c'est la phase de marché public, c'est finalement la phase où vous allez figer, en quelque sorte, et mettre sur papier vraiment vos choix techniques par rapport à vos projets photovoltaïques. En plus d'être, enfin, voilà, c'est un passage obligé pour une UAP. Pour respecter les règles de mise en concurrence, mais on peut le considérer dans le cas du projet comme finalement une belle opportunité de se poser des bonnes questions par rapport au projet et vraiment le dimensionner au mieux en termes de taille d'installation. On a vu lors de webinaires précédents les notions de prédimensionnement. Mais aussi, ben voilà, quelle sera la destination de l'électricité? Est-ce qu'on va être en injection pure, en autoconsommation avec revente du surplus? Donc, tous ces choix vont vraiment influencer ben, le projet en soi. Merci. Donc, je disais, donc, tous ces éléments vont finalement influencer très fortement le projet et également ben, son budget. Et c'est important d'avoir à ce stade de la rédaction du cahier de charges pour le marché public, d'avoir une idée assez précise du budget. Parce que l'estimation du montant du marché va déterminer le choix du mode de passation. Et donc, parce qu'il y a, je vais y venir plus loin, différents seuils qui répondent à différentes options et différentes obligations légales par rapport au marché public, mais on va devoir en fait déterminer un budget de façon précise. Et pour ça, mais vous avez, la loi autorise à mener des consultations préalables au marché. Donc, c'est ce qu'on appelle des prospections. Elles sont autorisées par la loi. Donc, cette prospection peut porter sur des aspects techniques, des aspects financiers, sur des profils d'opérateurs, sur la planification du marché en termes de délai, de disponibilité, d'échéancier. Donc, ça peut servir de prise de température pour savoir ben, combien de temps il faudra pour installer une installation que vous prévoyez de faire, des questions d'exécution, etc. Donc, en fait, la loi vous autorise bien à aller prendre ces informations auprès des opérateurs en place, mais la consultation, la prospection ne peut pas avoir pour effet de fausser la concurrence
Et donc, ça ne peut pas être considéré comme des pré-négociations. Et les opérateurs économiques qui répondent au marché ne peuvent pas vous aider évidemment, à écrire les différents documents du marché, notamment les prescriptions techniques, les inventaires, le cahier de charges, les avis de marché, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent se passer en aval de la consultation et de la prospection. Ensuite, donc, on peut passer au type de marché. Donc, pour les installations photovoltaïques, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un marché de fourniture ou est-ce que c'est un marché de travaux, étant donné que les deux volets sont finalement représentés dans le marché. Alors, la règle, s'il y a à la fois des fournitures et des travaux, c'est qu'on évalue l'objet principal du contrat pour qualifier le type de marché. Et donc pas uniquement la valeur estimée des prestations ou de la fourniture, mais vraiment le fait que dans ce cas-ci, l'acquisition des panneaux, c'est bien l'objet plus recherché par le marché, plus que les travaux d'installation, plus que l'installation elle-même. Et donc on est sur un marché de fourniture. Donc c'est vraiment dans cette frange-là des marchés publics qu'on va se concentrer aujourd'hui pour la suite de l'exposé. Alors, on peut, donc pour choisir le mode de passation, on va, comme je le disais, travailler sur l'estimation du montant du marché pour déterminer à la fois la procédure et le degré de publicité nécessaire. Vous allez voir que le législateur travaille sur les mêmes seuils, en fait, à la fois pour les procédures et les degrés de publicité. On peut distinguer des procédures ordinaires et des procédures extraordinaires. Les procédures ordinaires, ce sont des procédures qui ne nécessitent pas de justification, indépendamment des montants. Donc, on distingue la procédure ouverte et la procédure restreinte. En procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à la publication d'un avis de marché. En procédure restreinte, par contre, on travaille avec une réponse à un avis de marché et une sélection des candidats que vous souhaitez voir présenter une offre. Donc, en termes de procédures extraordinaires qui sont à motiver le cas échéant, donc à voir vraiment avec vos juristes en interne et la réglementation précise, on a ces différents seuils. Le premier seuil étant fixé à 30 000 euros, qui est qualifié de marché de faible montant. Pour le marché de faible montant, on a vraiment un régime juridique très assoupli par rapport aux autres marchés publics. Il n'y a que quelques dispositions légales qui s'appliquent. On n'a pas d'obligation de publier d'avis de marché spécifique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire jouer quand même la concurrence. Donc, au moins 3 soumissionnaires doivent être contactés pour remettre une offre. Un cahier spécial des charges n'est pas exigé, mais vraiment le descriptif de marché est utile, surtout étant donné qu'on travaille quand même sur des installations qui doivent avoir une certaine qualité technique. Et donc, c'est intéressant pour pouvoir comparer les offres que vous allez recevoir, d'avoir vraiment ce descriptif de marché pour caler les éléments techniques. Ensuite, on a, donc chaque fois dans la présentation, on a inclus des liens qui vous rapportent soit à des documents spécifiques, soit aux pages spécifiques sur le portail des marchés publics. Donc, vous pouvez vraiment aller creuser pour plus d'informations en fonction du cas qui va vous occuper dans le cadre de la réalisation et la concrétisation de votre projet. Donc, entre 30 000 et 153 000 euros, on peut passer par ce qu'on appelle une procédure négociée sans publication préalable. Et là, on a 2 phases. Donc, on demande une offre aux opérateurs économiques de son choix, au moins 3. Donc, ça fait partie des règles au niveau de la concurrence. Et ensuite, on va inviter faire une présélection et on a la possibilité de négocier des conditions de marché avec un ou plusieurs de ces opérateurs qui auront été présélectionnés. Ensuite, on va avoir entre 153 000 et 221 000 euros des procédures négociées directes avec publication préalable, également en 2 phases avec le même principe, mais avec une
publication préalable spécifique dans le cadre de ces seuils-là. Et au-delà de 221 000 euros, on peut avoir une procédure concurrentielle avec négociation également en 2 phases. On va y revenir un peu plus loin. Donc là, on peut avoir une ouverture totale avec des réponses à un avis de marché et une sélection de candidats qui sont invités à présenter une offre et une négociation par la suite. Et au-delà de 221 000 euros, on est en publicité européenne, une publication européenne, donc c'est-à-dire qu'on doit publier sur un portail spécifique et avec une procédure spécifique. Attention que donc, tous ces seuils sont les seuils pour 2024, donc peut-être que si vous connaissez les seuils pour 2023, vous êtes un peu interpellé par ces montants. Les seuils changent au 1er janvier, donc on a déjà intégré les nouveaux seuils de choix de mode de passation et de publicité dans cette présentation. Et attention, donc il y a une petite attention là en bas du slide, pour les marchés supérieurs au seuil européen de publicité, vous devez justifier pourquoi si vous avez par exemple plusieurs bâtiments à installer et que vous dépassez ce seuil de 221 000 euros au niveau de l'installation, vous devez justifier, si vous choisissez de ne pas constituer des différents lots dans votre marché, donc un lot pour chaque bâtiment par exemple, vous devrez le justifier dans vos documents de marché public. L'idée du marché public, c'est bel et bien de pouvoir offrir aussi la possibilité pour des petites structures, des petits entrepreneurs, des PME, etc., de participer au marché public. Et donc, le fait d'allotir, de constituer différents lots, ça permet d'avoir une ouverture plus importante à ce type d'acteurs également, d'où cette nécessité de justifier et de motiver les éléments, par rapport à l'allotissement. OK, alors, donc, est-ce que c'est intéressant dans le cadre d'une installation photovoltaïque de passer par une procédure négociée? Alors, comme chaque choix, ça présente des avantages et des inconvénients. Les avantages d'une procédure négociée, c'est sans doute d'ouvrir quelque part les options techniques, les choix techniques par rapport aux besoins énergétiques du site, peut-être imaginer avec voilà, les yeux de différents installateurs des options qui n'avaient pas été identifiées en termes de technologie, de différentes solutions. Qui n'avaient pas été imaginées lors de la préanalyse, de la préétude ou du prédimensionnement du site, de l'installation. Donc ça fait clairement partie des avantages. Les inconvénients qui sont un peu le pendant de ça, c'est la difficulté par la suite, lorsque on a des options techniques très diversifiées sur la table, c'est de ne pas pouvoir les analyser d'une façon optimale, de ne pas pouvoir peut-être les comparer, et donc d'avoir un risque de mettre à mal finalement les principes de base de marché public, puisqu'ils sont la non-discrimination, l'égalité de traitement, la transparence, la proportionnalité, donc la complexité finalement d'analyse de ces offres. Ensuite, on a également une complexité administrative plus importante, étant donné que voilà, on travaille avec des procédures négociées en 2 phases. Donc, c'est plus compliqué peut-être aussi de justifier les choix qu'on pose et des délais évidemment plus importants dus au fait qu'on travaille en 2 phases. Je me permets de juste rajouter que du coup, si l'avantage d'avoir une adaptabilité technique qui s'adapte aux besoins du site, c'est, allez, je veux dire, si le site n'est pas très complexe et qu'il n'y a pas, par exemple, des bornes de recharge avec des besoins en chaleur d'origine électrique, etc., voilà, une procédure négociée n'a pas nécessairement un grand intérêt. Peut-être que une procédure négociée sera plutôt utile quand on a vraiment une
installations où il y a vraiment plus de complexité technique. Et donc là, le fait d'avoir différents sons de cloche selon les installateurs qui vont répondre à l'offre a plus de sens. Mais dans la plupart des cas, une procédure négociée n'est pas du tout indispensable. Voilà. Très bien. Alors, en ce qui concerne les documents de marché, donc les principaux documents de marché du marché public sont le cahier spécial des charges, évidemment, ou le descriptif de marché et ensuite les annexes. Donc, cahier de charges, cahier spécial des charges, descriptif de marché, mais ça dépend du niveau du budget de votre marché public. Donc, pour les marchés de faible montant, on travaille sur un descriptif de marché et une invitation à soumissionner qui doivent respecter les principes de base des marchés publics, mais qui sont donc bien allégés par rapport à l'ensemble de la mécanique de marché public quand on dépasse le seuil de 30 000 euros. Donc vous avez là les liens vers un descriptif type de marché et un guide de marché public de faible montant pour vous aiguiller dans ces différentes procédures. Ensuite, on a également des modèles de documents pour des marchés publics qui sont supérieurs à 30 000 euros et des liens vers des réglementations et documents applicables. On a également, on vous mettra le document dans le chat, obtenu du SPV, un modèle pour les marchés publics de fourniture avec publicité européenne au-delà de 221 000 euros. Donc là, on a un document type pour les marchés de fourniture. Ensuite, donc, ce qui est intéressant lorsque vous rédigez vos documents de marché, c'est d'indiquer le code CPV spécifique au module solaire photovoltaïque. Donc, le CPV, ça s'appelle le jargon Common Procurement Vocabulary. Donc, c'est un système de classification pour les marchés publics, pour standardiser les références utilisées et pour décrire l'objet d'un marché public. Alors, forcément, les installateurs, ils peuvent, ceux qui répondent à des marchés publics, s'abonnent à différents codes CPV et donc reçoivent l'information lorsque vous publiez avec le code CPV. L'utilisation de ces codes est obligatoire dans les avis de marché au-delà des seuils de publicité européenne et est fortement recommandée pour les autres marchés, justement pour des questions de visibilité. Donc, il y a un seul code qui est demandé par avis de marché, et donc on arrive vraiment à une prestation particulière et précise, et donc on vous a remis le code CPV spécifique pour les modules solaires photovoltaïques ici. Alors, donc on continue donc dans la rédaction des documents de marché. Donc, on a le cahier spécial de charges qui se compose généralement de 3 parties. Donc, une première partie concerne les clauses administratives qui sont relativement similaires à d'autres marchés publics, évidemment. On va revenir sur les éléments spécifiques au photovoltaïque et les points d'attention spécifiques un peu plus loin dans ce webinaire. Ensuite, on a les clauses techniques qui vont occuper la majeure partie du webinaire que mon collègue Olivier va parler tout à l'heure. Et puis, on a une troisième partie qui concerne les annexes, donc le formulaire d'offre, l'inventaire arbitré, et également d'autres annexes qui peuvent être par exemple des rapports de visite. Donc ça peut être intéressant d'imposer une visite par les installateurs de votre bâtiment, de vos sites à équiper, justement pour s'assurer qu'ils prennent bien en compte des éléments techniques, des éventuelles contraintes, etc. Donc c'est intéressant d'organiser des visites des bâtiments ou des sites et de signer un rapport de visite qui devra être annexé à l'offre des différents installateurs. Alors, ensuite, lorsqu'on lance le marché, c'est important évidemment lorsque le cahier de charge a été rédigé, que l'avis de marché est rédigé, de le faire valider en interne. Ça, forcément, vous avez
des procédures internes suivant votre gouvernance et votre réglementation interne pour être sûr que la procédure de passation choisie va effectivement répondre aux règles internes de votre UAP, de votre structure spécifique. En ce qui concerne la publication, donc on a repris ici les seuils de publicité et de publication. Les marchés publics font l'objet d'obligations de publicité pour répondre aux principes de libre concurrence, d'égalité entre soumissionnaires et de transparence. Comme je le disais, pour les marchés de faible montant, donc inférieur à 30 000 €, on n'a pas de nécessité de recourir à une plateforme de publication spécifique. Pour malgré que le nom peut porter à confusion, les procédures négociées sans publicité préalable, donc inférieures à 153 000 €, doivent quand même, depuis le 1er septembre 2023, faire l'objet d'une publication sur la plateforme e-procurement pour lancer les invitations à soumissionner pour ces procédures négociées. Donc, vous voyez que pour la procédure de publication européenne, on a en plus une publication spécifique sur un portail européen. Et le lien, si vous cliquez sur, vous recevrez les slides, sur le respect des délais minimaux, ça vous mène vers les différents délais légaux à respecter pour les remises de demandes et participation à ces différentes offres, étant donné que chaque procédure spécifique a ses propres délais, ça me semblait plus logique de vous remettre le lien vers la procédure officielle et la synthèse qu'on a fait l'USPO. Ensuite, vient, une fois que vous avez donc lancé votre marché, vous allez pouvoir analyser les différentes, passer le délai de remise d'offres. Vous allez pouvoir analyser les offres et donc travailler sur la lecture des critères de sélection qualitative. Donc, ces critères de sélection qualitative permettent de voir si les soumissionnaires sont bien aptes à exécuter votre marché public. Ces critères de sélection qualitative sont facultatifs pour les marchés de faible montant et les procédures négociées sans publication, sans publicité préalable. Les exigences de la sélection qualitative, ce sont des exigences essentiellement sur la qualité évidemment, comme le terme l'indique, la qualité des structures qui remettent des offres. Donc, l'absence de dette fiscale, de dette sociale, l'absence de motifs d'exclusion obligatoire, donc par exemple la participation à une organisation criminelle, la corruption, la fraude, le blanchiment de capitaux, les infractions terroristes, etc. Ensuite, on a des motifs d'exclusion facultative qui peuvent être connus dans votre chef. Donc, par exemple, manquer aux obligations applicables dans des domaines du droit lié au droit de l'environnement, au droit social, au droit du travail, le fait d'être en faillite, en liquidation, d'avoir des fautes professionnelles, etc. Donc ça, ce sont des motifs d'exclusion dont vous pourriez avoir connaissance, mais qui sont plus difficilement vérifiables dans des bases de données type Télémark, etc. Et ensuite, au-delà du seuil de 153 000 €, on doit respecter des critères de sélection qualitative choisis par le pouvoir adjudicateur. Donc, au-delà de cette liste-ci, le pouvoir adjudicateur doit rédiger une série de critères qualitatifs pour la sélection de l'opérateur avec lequel il va travailler. Et donc, ces critères de sélection, ils peuvent être de plusieurs natures. Donc, par exemple, l'aptitude à exercer une activité professionnelle que vous pouvez vérifier, par exemple, en demandant le curriculum vitae, une liste des marchés similaires auxquels l'entreprise a répondu, etc. La capacité économique et financière qui peut venir aussi d'un certain volume de marché qui est traité par l'entreprise,
avec déclaration sous l'honneur, par exemple, d'avoir un certain chiffre d'affaires qui provient de l'activité en question, donc du placement de panneaux photovoltaïques. La capacité technique et professionnelle également, là, des références spécifiques sur le placement de panneaux photovoltaïques. Il faut donc être attentif au fait, donc si au-delà de ces critères-là, quand vous définissez les critères de sélection qualitative, vous devez être attentif au fait que ces critères doivent être proportionnés, liés à l'objet du marché, être bien objectivables, clairs et non discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent être lisibles par tous, comparables, qu'on voit en faire la même analyse finalement. Et puis vous devez fixer des seuils d'exigence à partir desquels les aptitudes à exécuter le marché sont démontrées, ou assortir un critère qui permet de fixer un seuil. Vous devez reprendre l'ensemble des critères de sélection qualitative dans l'avis de marché ou dans les documents de marché et respecter évidemment la réglementation en vigueur. Donc on vous met aussi le lien pour la soumission des groupements d'opérateurs, la sous-traitance, les entités tierces, etc., qui sont des cas particuliers finalement. Est-ce que l'ensemble des sous-traitants d'un opérateur qui remet une offre doivent répondre à ces critères de sélection qualitative? Vous trouverez ces réponses-là dans cette note spécifique. Et ensuite, il y a la vérification, une phase de vérification quand le marché est passé, peut-être dans la phase d'exécution. On peut avoir accès à différentes bases de données, notamment pour les dettes fiscales, les dettes sociales, etc. Vous pouvez avoir accès à une base de données spécifique qui s'appelle Télémark pour vérifier finalement que ces critères de sélection qualitative, notamment les critères de sélection qualitative obligatoires, sont bien respectés par le soumissionnaire. Et là, vous avez aussi un lien pour un peu plus d'informations. Donc, lorsque vous analysez les offres, vous allez analyser d'abord la régularité. Donc, est-ce que vous allez retenir les offres ou pas? Et c'est donc l'examen de la conformité des offres à l'ensemble des documents de marché, respecter les délais de dépôt. Donc, par exemple, voilà, pas rentrer une offre en retard au-delà de l'heure et la date qui était fixée pour la remise des offres. Est-ce que le format est bon? Est-ce que les signatures sont bonnes, etc. Est-ce que tous les documents sont bien présents dans l'offre? Est-ce que tous les documents ont été complétés? Est-ce que les spécifications techniques sont respectées? Est-ce que le prix est dans une fourchette correcte, etc. Est-ce que, si vous imposez une visite sur site, est-ce que l'opérateur qui soumet l'offre a bien respecté cette contrainte et est-ce qu'il présente bien son certificat, son acte de visite de site dans son dossier, dans sa remise d'offre. Donc, vous pouvez demander de compléter, de clarifier certaines informations ou documents dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent bien les principes d'égalité de traitement et de transparence en matière de marché public. Si on est dans une procédure ouverte ou restreinte, ça ne peut pas donner lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre, c'est-à-dire que, en gros, on ne peut pas considérer que vous octroyez des délais supplémentaires à certains opérateurs qui auraient remis une offre incomplète. Voilà. Et en ce qui concerne donc les critères d'attribution plus qualitatifs, vous devez déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, c'est obligatoire d'avoir au moins un critère économique dans votre marché public qui peut être basé sur le prix ou le coût, qui est lié par exemple au cycle de vie. Olivier y reviendra
par la suite. Et ensuite, un ou plusieurs critères de qualité de votre choix. Si vous voulez que l'offre économiquement la plus avantageuse soit déterminée sur base d'un rapport qualité-prix. Vous pouvez également introduire des critères environnementaux, sociaux, éthiques, par exemple un certificat de neutralité carbone. Il viendra également dans un exemple de grille de critères d'attribution. Donc l'ensemble de ces critères, ils peuvent être évidemment pondérés, et c'est important de les pondérer s'il y a plusieurs critères. Il y a un choix qui est laissé libre par rapport à la pondération des critères. Vous pouvez indiquer un ordre croissant ou décroissant d'importance. C'est ce qui est par défaut l'objet des différents marchés publics. Donc, dans votre liste de critères, vous allez mettre d'abord le critère qui est le plus important à vos yeux et ensuite les critères qui sont plus secondaires. Mais vous pouvez également choisir une pondération plus stricte. La pondération est obligatoire au-dessus des seuils européens. Et évidemment, la pondération doit refléter l'importance que vous souhaitez porter à chaque critère. Si vous voulez, par exemple, mettre l'accent sur une démarche plus durable, vous devrez conférer aux critères environnemental, social, éthique une pondération plus importante pour contrebalancer, par exemple, un prix plus élevé. Et donc, vous avez une liberté de déterminer la méthode d'évaluation des offres au regard des critères d'attribution qui sont choisis, des éléments de preuve qui sont demandés. Évidemment, vous définissez ces principes dans vos documents de marché et donc vous ne pouvez pas, à la suite dans la phase d'analyse des offres, changer ces critères d'attribution par rapport à ce que vous avez publié, soit dans vos avis de marché, soit dans votre requête de charge. Et il est recommandé vraiment d'être le plus transparent possible sur la méthode d'évaluation pour être objectif et non discriminatoire par rapport au choix d'opérateur que vous allez poser. Et donc, vous pouvez indiquer des sous-critères d'évaluation avec des pondérations propres. Donc, vous pouvez aller vraiment dans un détail fin pour expliquer tous les éléments qui seront pris en compte dans la note attribuée aux différents critères et indiquer également des formules. Et là, je vais donc céder le bâton à Olivier. Merci. Voilà, donc pour les critères d'attribution, comme l'a dit Johanna, la somme doit évidemment être égale à 100%, enfin à 100 du coup, et le choix de cette pondération est du coup vraiment libre pour représenter au mieux vos besoins en tant que pouvoir adjudicateur, et le prix qui est vraiment en général le plus lourd la plus lourde des pondérations doit en général, c'est vraiment la manière la plus courante de l'utiliser, c'est par un score où on fait en fait une règle de 3 en divisant le prix minimum par le prix proposé que l'on multiplie par la pondération. Donc voilà, le prix, c'est en général l'élément le plus lourd de la pondération que l'on vient un petit peu mitigé par d'autres critères. Alors, il y a le délai. Le délai, alors, selon vos besoins, vous allez avoir plutôt envie de fixer. Enfin, il est possible que soit vous laissez libre la date de réception proposée par l'installateur, auquel cas on peut de nouveau utiliser un score. Donc le score, ça peut être par exemple le délai minimum divisé par le délai proposé dans l'offre multiplié par la pondération. Donc ça, c'est une manière, mais vous pouvez utiliser une autre formule, naturellement. Donc ça veut dire que en fonction du délai que chacun va proposer, il va recevoir un score plus ou moins grand. Donc c'est un petit peu un score qui est, je vais dire, continu. Mais vous pouvez aussi
ne pas mettre le délai comme critère d'attribution, mais de fixer une date limite de réception. Si pour vous le délai est vraiment très important, que les panneaux soient installés avant telle date, alors vous pouvez retirer le délai des critères d'attribution, mais de l'autre côté, en fait, vous le rajoutez dans le cahier spécifique des charges en précisant que la date limite est de vous la fixez, quoi, vous la déterminez, et vous prévoyez une pénalité par jour de retard non motivé, et vous la fixez avec un montant en euros par jour ou un pourcentage du montant total avec des plafonds éventuels. Et voilà. Et donc la pénalité, effectivement, quand je dis non motivé, ça sous-entend que l'installateur n'a pas eu, enfin, il n'y a pas eu par exemple des cas de force majeure, liés au climat, à la météo par exemple, je sais pas moi, des énormes vents, des vents très puissants qui l'ont empêché de monter sur le toit par exemple, je sais pas moi, des inondations qui ont fait qu'il y a eu des problèmes dans la logistique, je ne sais pas, mais tous ces jours de retard non motivés pourront faire l'objet d'une pénalité que vous aurez définie. Et même en fixant cette date dans le cahier des charges spécifique, vous pouvez quand même faire un peu un espèce d'hybride entre ces deux propositions, où vous fixez une date, mais dans les délais, dans les critères d'attribution, vous donnez quand même des points supplémentaires si la date, enfin si la personne, par exemple, si l'installateur réalise installe, termine les travaux, je vais dire, par exemple une semaine à l'avance. Là, vous pouvez donner une petite quantité de points, par exemple 5 points, si vous jugez que pour vous, c'est même encore mieux si ça arrive un peu plus tôt. De la sorte, c'est, c'est juste pour motiver un petit peu et donner une motivation économique à l'installateur de réaliser les travaux dans des délais euh, qui pour vous ont de l'importance. Donc voilà, pour les délais, deux manières de faire, enfin même trois, hein, si on considère une manière plus hybride. Bon, soit il y a toujours une grande variété de possibilités quand on parle de critères d'attribution. Ensuite vient la qualité du matériel et donc la durabilité de l'installation. Alors, on distingue vraiment pour le photovoltaïque deux grandes garanties sur les panneaux. Premièrement, il y a la garantie de performance. Alors, ici, je vous ai mis un critère d'attribution en exemple qui est un exemple vraiment une bonne pratique, je vais dire, c'est vraiment très souvent comme ceci qu'elle est formulée. Euh, donc, il y a deux types de garanties. Il y a la garantie après 10 ans et la garantie après 25 ans. Et quand je dis, et je précise, la garantie de la performance, donc c'est vraiment le rendement de l'installation résiduel, donc le rendement résiduel. Donc ça veut dire que au début, en année, quand les panneaux sont neufs, ils vont produire, par exemple, enfin, le rendement est encore maximal. Ils vont, mais par contre, petit à petit, leur efficacité va se détériorer. Mais heureusement, aujourd'hui, avec les technologies actuelles, les rendements sont assez constants. Les pertes de rendement sont très limitées. Et donc ici, on vient quantifier la perte d'efficacité de ces panneaux dans le temps. Et donc, il y a deux échelles de temps en général qui sont utilisées, c'est après 10 ans et après 25 ans. Après 10 ans, on peut espérer, on peut demander une efficacité résiduelle de 90%. C'est un bon ordre de grandeur. Et après 25 ans, il est vraiment nécessaire à minima, avoir 80% d'efficacité résiduelle. Donc ça veut dire qu'on va produire, si on produisait 25 ans plus tôt 100%, eh ben, sur une année, je ne produirais plus que 80% de ce qu'on avait, de la performance initiale des panneaux. Et donc, ici, dans ce cas-ci, la pondération, comme vous pouvez le voir, si vous voyez mon curseur, donc ici, j'ai mis 1 fois la pondération dans le cas où la garantie proposée par l'installateur répond à ces deux critères de puissance, de performance résiduelle, donc après 10 ans et après 25 ans. Donc si j'ai à minima ces deux seuils, alors je donne les points
totaux de la pondération que j'avais donnée à cet item. Dans le cas contraire, je donne 0 point. Ça, c'est une manière de faire, mais naturellement, vous pourriez faire un système où vous avez 0 point en dessous de cette valeur. Vous avez, je vais dire, 75% de la pondération si ce critère est rempli, et vous pourriez dire que vous avez 100% de la pondération si la garantie est encore meilleure que ce critère. C'est une manière d'encore donner plus de latitude aux installateurs pour vous proposer une garantie supérieure. Donc, bien évidemment, eux, ils utilisent les garanties des fabricants. Donc, ça dépend un peu de ce que le marché propose. Et ici, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, peut-être que d'ici 5 ans, les garanties auront évolué, mais ici, il y a certains fournisseurs pardon, certains fabricants qui propose déjà des garanties supérieures à ce qui est proposé ici. Vous pouvez donc, via ces critères, jouer sur vraiment des panneaux d'extrême, enfin, de grande qualité et du coup donner des points si les gens, si les installateurs, pardon, vous proposent ce type de matériel. Mais sachez en tout cas que ce seuil de performance qui est écrit ici, c'est déjà ce qui se fait sur le marché et c'est un petit peu le minimum, je vais dire, que l'on attend d'une installation. Ensuite, il y a la garantie mécanique. Donc ça, c'est vraiment la garantie sur les pièces et la main-d'œuvre, donc liée au panneau, hein, j'entends ici. On est toujours sur les panneaux précisément. Alors ici, un exemple pourrait être à 3 niveaux, avec 0, 50% et 100% de la pondération que vous aurez allouée à la partie garantie mécanique. Euh, alors ici, le respect de la garantie des pièces, il est défini par la loi et il est de 10 ans. Donc si l'installateur qui répond au marché ne vous donne que cela, vous pouvez considérer que c'est 0 point. Par contre, s'il inclut dans son offre euh, une... oh, pardon. Euh, oui, voilà. Donc, si il a inclus dans son offre une garantie sur les pièces et sur la main-d'œuvre, donc il rajoute la partie main-d'œuvre sur 10 ans également, vous pouvez donner une partie des points, par exemple 50% ici, 0,5. Et si il offre cette garantie des pièces et main-d'œuvre pour tous les deux au-dessus de 10 ans, vous pourriez euh, donner l'entièreté des points pour cette rubrique. Donc voilà, c'est une manière euh, de motiver des propositions plus intéressantes d'un point de vue durabilité donc sur la garantie des panneaux eux-mêmes. Ensuite, vous pourriez aussi proposer un critère d'attribution plus large sur la qualité en intégrant différents aspects. Mais le point un petit peu négatif de cette option, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué pour vous ensuite à départager entre les soumissionnaires. Donc, je vous la lis, c'est le soumissionnaire décrira le type d'installation, les caractéristiques techniques du matériel proposé, le rendement des modules, le rendement maximum des onduleurs, ainsi que les garanties des fabricants, donc la durée sur les modules, les onduleurs et la garantie de rendement après 25 ans. Et donc en fait ici, vous décrivez tout ce que le soumissionnaire doit vous remettre comme caractéristiques techniques. Et vous, en fait, vous faites en fonction de différents euh, paramètres, hein, de ces différents critères, vous devez les départager. Alors, moi, comme Johanna l'a présenté, le but c'est d'être le plus transparent et le plus objectif. Et du coup, si vous décidez d'intégrer quelque chose allez, je vais dire multiparamètres, de définir au mieux, à minima, une pondération entre les critères, mais vous pouvez tout de même avoir un peu plus de latitude sur l'ensemble des critères techniques que le soumissionnaire vous propose. Euh, et donc, voilà, c'est une troisième manière de présenter un troisième critère d'attribution, mais qui, lui, du coup, comme j'ai dit, complexifie un peu la prise de décision parmi les soumissionnaires. Donc,
En général, on aura tendance à plus voir un système avec garantie de performance et garantie mécanique. C'est un peu plus la, ce qui est la norme, on va dire. Ensuite, vous pouvez prévoir des critères environnementaux. Alors ici, j'en ai présenté deux. Il y a par exemple la distance entre le lieu d'assemblage des panneaux et le lieu d'installation. Alors vous pouvez fixer des seuils avec les rayons en nombre de kilomètres et assigner des points en fonction des différents rayons. Donc plus on est proche du lieu d'installation, plus c'est positif, et donc on va octroyer des points aux soumissionnaires. Alors en effet, pourquoi est-ce que c'est important de bien préciser le lieu d'assemblage des panneaux, puisque la filière photovoltaïque est malheureusement, à l'heure actuelle, une filière industrielle qui est principalement située en Asie, en Chine, pour ce qui est de la fabrication des modules. Par contre, pour l'assemblage, il y a malgré tout une filière européenne, principalement en Allemagne, mais pas que. Et du coup, on peut, via cette distance, ce seuil de distance, on peut privilégier un assemblage, on peut privilégier la filière européenne, du moins pour la partie de l'assemblage. Et ça réduit évidemment l'empreinte carbone liée à cela. Euh, de ce fait-là également, on peut également prévoir des certifications de l'entreprise soumissionnaire. Alors, il y a des normes de système de management, la ISO 9001 et la ISO 15001, qui garantissent voilà, des bonnes pratiques en termes de management. Il y a également tout ce qui est certificat de neutralité des carbone qui peuvent entrer dans vos critères. Voilà, il y en a. Vous pouvez être, je veux dire, créatif à ce niveau-là pour définir des critères environnementaux qui répondent à vos besoins et leur assigner évidemment un poids qui permette euh, enfin, voilà, de ne pas de trouver en trouvant le poids qui vous convient par rapport aux autres rubriques, aux autres critères d'attribution que vous aurez choisis. Mais ça peut venir donner un petit peu donner des points supplémentaires à certains installateurs qui répondent à ces normes. Euh, voilà. Ensuite, ici, vous avez deux cahiers, enfin deux grilles, à titre d'exemple, de deux cahiers des charges, qui reprennent notamment certains des aspects que j'ai évoqués. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais euh, vous pourrez les consulter par la suite dans les slides qui seront partagés avec vous. Vient ensuite la partie négociation. Si vous avez choisi une procédure négociée ou si vous êtes obligé d'en- d'en réaliser une. C'est peu courant, comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre d'un marché public pour du photovoltaïque, mais vous avez un lien qui vous donnera plus d'informations sur les procédures. Ensuite vient l'attribution du marché, qui doit donc être motivée et pour faire valider et informer sur les décisions d'attribution. De nouveau, il y a un petit lien pour vous donner plus d'informations là-dessus, mais c'est similaire au marché public classique. Il n'y a pas de distinction particulière pour le photovoltaïque, naturellement. Et donc, j'en arrive à la partie un petit peu plus sur les exigences techniques que l'on peut trouver dans un marché public, dans un cahier spécial des charges pour un projet PV. Donc, on va parler de remarques préliminaires et implantation, des puissances à installer, des modalités de l'entreprise, de la construction, des équipements, des travaux préliminaires et de la mise en service. Alors, voilà, ici, cette présentation, elle couvre les aspects les plus importants, mais sur ce lien ici, vous pouvez consulter un modèle de cahier des charges sur lequel vous pouvez retrouver des informations sur les clauses techniques de manière plus exhaustive. On va se concentrer ici sur ce que l'on trouve donc vraiment plus important. Donc tout d'abord,
les remarques préliminaires et sur l'implantation que vous pouvez donner je veux dire, en introduction des exigences techniques, c'est présenter ce qui est concerné par le marché, donc la fourniture, le placement et la mise en service de l'installation photovoltaïque pour rappeler ce dont il est question. Vous pouvez, si par exemple vous installez du photovoltaïque sur un, un parking par exemple, alors il faudra, et que vous êtes intéressé dans votre démarche d'avoir un système de récupération d'eau par exemple, c'est nécessaire de bien préciser que cela fait également partie du marché, donc bien détailler les contours de ce qui est demandé dans ce marché. Ensuite, c'est important évidemment de préciser quelle est l'adresse ou les adresses euh, du ou des bâtiments et préciser euh, sur quelle surface on désire installer les panneaux. Ensuite, on précise quel est le modèle économique poursuivi, injection pure ou autoconsommation. Et on va enfin préciser, on va un peu décrire quelle est l'installation électrique existante ou de la future installation électrique si on a décidé de réaliser des travaux de raccordement au réseau de distribution. Ça fait un peu écho avec le webinaire 2. Donc si on a déjà, dans l'étude de détail, il a été déterminé que l'installation allait devoir être adaptée. Dans ce cas-là, alors on dit que l'installation électrique va répondre à telle et telle euh, caractéristique. Donc on parle en nombre de phases, en ampérage, en tension, ce qui nous donne du coup une puissance souscrite en kVA. L'allocation du tableau général basse tension et des compteurs, et donc pour vraiment que l'installateur, bien qu'il va tout de même faire une visite sur site, puisse déjà être au courant euh, voilà, des éventuelles distances entre les bâtiments. Donc voilà, ça lui donne déjà des informations euh, intéressantes avant même de venir faire sa visite. Ensuite, par rapport aux puissances à installer, on distingue deux grands cas de figure. Le premier, c'est si le potentiel de production photovoltaïque est nettement inférieur à la consommation. Dans ce cas-là, c'est vraiment simplifié, je veux dire, admettons que vous avez une toiture relativement petite par rapport à la consommation qui est faite dans votre bâtiment. Dans ce cas-là, votre but, c'est purement et simplement de maximiser la production sur la surface disponible. Alors, quand je dis la surface disponible, évidemment, parfois il faut prévoir que vous voulez toujours un certain espace pour circuler sur la toiture, etc. Et donc, à vous aussi de préciser quelle est la surface installable. Et de ce fait-là, dans ce cas de figure, ça va être assez simple de définir euh, quelle est la puissance à installer. Enfin, l'installateur n'aura qu'à maximiser la production sur la surface que vous lui proposez. Le deuxième cas de figure, là, le potentiel de production, il n'est pas limitant. Et donc, euh, il va falloir trouver un équilibre entre production et consommation. Et donc, cela nécessite un petit peu de travail en amont de votre côté pour, à l'aide ou non de quelqu'un en interne ou en externe, mais de définir quel est le dimensionnement qui est le plus adéquat à votre situation. Et donc, ça peut aussi être le cas si votre projet comporte, par exemple, divers pans de toiture qui sont orientés très différemment, pardon. S'il y a voilà, une consommation un petit peu originale euh, du fait de votre activité, ou bien si vous avez voilà, l'intention d'installer beaucoup de bornes de recharge, ce qui va changer un petit peu la physionomie de votre consommation. Tout ça rentre en compte dans un projet qui est un petit peu plus complexe par rapport à une toiture sous-dimensionnée par rapport à la consommation. Et dans ce cas-là, donc comme je l'ai dit, il va être nécessaire de un petit peu prévoir en amont quelle est la puissance et quelles sont les orientations éventuellement que vous privilégiez. Donc un exemple, c'est si j'ai un potentiel photovoltaïque de 100 000 kWh par an sur une très grande toiture et que ma consommation
Elle n'est que de 50 000 kWh, enfin, c'est déjà un beau bébé, mais c'est bien inférieur à ce que je peux produire. Dans ce cas-là, et par exemple, si j'ai une forte consommation entre 8 heures et 11 heures du matin, donc plutôt pas en plein milieu de la journée, dans ce cas-là, et voilà, j'ai plusieurs bâtiments avec différents pans de toiture, ça c'est vraiment un cas typique où on aura envie de, en amont, définir les besoins en termes de panneaux et de quelle puissance je veux installer et sur quel pan de toiture. Et cela, c'est important de le réaliser avant la rédaction du cahier des charges et donc de la procédure de marché public. Euh, et un exemple, ça pourrait être de dire, euh, alors ce n'est pas nécessairement lié avec l'exemple du dessus, mais une manière de définir comment quelle puissance on veut, ça pourrait être, voilà, l'installateur doit doit faire un choix, mais doit installer 20 kilowatts crête de puissance photovoltaïque sur la toiture A, et vous lui laissez une marge de, par exemple, plus ou moins 10% sur cette puissance-là. Ensuite, 30 kW crête sur la toiture B avec de nouveau une marge de 10%. Et vous mettez aussi une puissance totale égale à 50 kW crête avec, par exemple, 5% de marge. Donc ça, c'est une manière euh, de définir un peu des bornes supérieures et inférieures de puissance, puisque vous, en amont, vous avez déjà un petit peu prédimensionné l'installation et ça permet une moins grande latitude pour l'installateur puisque plus vous laissez de la latitude, de liberté de- de- d'installer des choses plus ou moins grandes, moins ça va être facile pour vous euh, de comparer les offres, puisque les prix peuvent beaucoup influencer et ça va être difficile de quantifier un projet meilleur qu'un autre, parce que c'est pas parce qu'il est plus cher, mais qu'il est mieux dimensionné. Enfin, comment est-ce qu'on quantifie un meilleur dimensionnement? C'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux, vous, en amont, savoir ce que vous voulez pour ne pas laisser trop de choix à l'installateur. Et donc, une autre manière, ça pourrait être de dire, voilà, la puissance doit être comprise entre 70 et 75 kW crête, et vous laissez un peu plus de choix à l'installateur. Mais voilà, en général, quand on a une très grande toiture, il vaut mieux déjà avoir une idée précise et un peu fixer ce que l'on souhaite en termes de puissance et de où est-ce qu'on l'installe. Avec toujours une marge de manœuvre, puisque chaque installateur, évidemment, travaille avec du matériel différent. Et donc, il ne faut pas non plus être trop rigide et dire 50 kW crête avec une différence de un panneau de chaque côté, en plus ou en moins. Ça, ce serait un peu trop restrictif, par exemple. Toujours sur les puissances à installer, il est donc nécessaire de préciser que l'installateur doit vous fournir une étude de dimensionnement qui indiquera la puissance crête, la surface de panneau à effectivement installer, donc pour montrer donc définir vraiment qu'il décrit ce qu'il va installer, et avec une estimation théorique de la production lors de la première année et de la dernière année. Alors ça peut être la 25e année, tout comme ça peut être la 30e année. Euh, mais étant donné que les rendements sont en général calculés sur la 25e année, euh, dans ce cas-ci, c'est peut-être mieux de s'ajuster sur la durée de la garantie. Euh, Ensuite, mais vous, comme on l'a vu dans le webinaire 3, votre analyse de rentabilité personnelle, on l'avait faite dans l'exemple sur 30 ans. Libre à vous de définir donc cette durée. Il doit également fournir un plan de montage schématique précisant la localisation, la répartition des panneaux en strings sur les onduleurs. Donc, strings, je ne l'ai pas mis en français, mais c'est donc par chaîne. Et donc, en gros, il doit vous fournir le plan de pose et où passent les câbles. Donc ça doit être repris dans l'offre. On peut également stipuler que il faut absolument limiter une puissance onduleur. Par exemple, ça c'est un cas assez courant où on maximise, enfin, pardon, on limite la puissance onduleur à 30 kVA. Comme je vous l'avais déjà dit lors du séminaire 2 et 3, webinaire 2 et 3,
c'est une puissance à partir de laquelle l'installation d'un relais de découplage est obligatoire en Belgique. Et du coup, ça nécessite, enfin, ça implique des frais supplémentaires de l'ordre de 8 000 euros hors TVA. Et c'est pour éviter ces frais supplémentaires, on peut décider de rester en dessous de cette puissance courant alternatif, ce qui fait environ 45 kilowatts crête, jusqu'à même 50 de panneaux. Et donc, dans l'offre, dans le cahier des charges, vous pourriez décider de dire, ben voilà, euh, la puissance maximum de l'onduleur est de 30 kVA, ou une autre valeur, évidemment. Et vous pourriez aussi, enfin, il convient de mentionner que lorsque vous êtes en travaillez avec du triphasé, la répartition de la production sur les trois phases, pardon, doit être, doit être c'est suivre une répartition équivalente pour éviter le déséquilibre entre les phases, même si, a priori, les installateurs le feront, mais vous pourriez définir vous-même des, des, des variations maximum entre les phases, si vous voulez être plus précis et que vous avez un doute là-dessus. Ensuite, sur la partie modalité de l'entreprise, donc souvent, on précise dans le cahier des charges que l'entreprise est régie par les prescriptions du présent cahier des charges, du règlement général des installations électriques, souvent appelé le RGIE, le RGPT, donc c'est le règlement général sur la protection du travail. C'est pour s'assurer évidemment que l'installateur respecte ses travailleurs et respecte les normes en vigueur. Notamment, il y en a une pour le photovoltaïque qui s'inscrit dans ce RGPT, qui est les normes de sécurité pour le travail en hauteur. Ça, c'est le fait, par exemple, que les couvreurs et les installateurs utilisent des harnais et des lignes de vie. Alors, c'est un point qui, si vous êtes à cheval sur la durabilité et les normes, enfin, je vais dire les normes éthiques dans votre marché public, c'est un point où vous pouvez essayer de vous assurer que l'entreprise qui remporte l'offre enfin, respecte bien ces règles dans l'exécution parce que malheureusement, dans le secteur du photovoltaïque en Belgique, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, pour gagner du temps, voilà, délaissent un petit peu l'utilisation de ce matériel de sécurité. Alors, vous pourriez décider d'un petit peu inspecter, lorsque les travaux se déroulent, vérifier que ces règles de sécurité soient bien respectées. Donc ça, c'est pas dans le cahier des charges, mais c'est une petite remarque. Ensuite, sur le matériel, il faut qu'il respecte une certification CE, le marquage CE, mais il y a aussi toute une série de normes et de documents en application. Alors, il y a les standards généraux belges, les normes NBN, les normes spécifiques au solaire photovoltaïque, sont de nouveau des normes NBN, ces deux types-là. Ensuite, il y a les standards internationaux, donc IEC, et les prescriptions Synergrid. Le slide suivant, je ne vais pas le passer en revue parce qu'il est assez lourd, mais vous détaille plein de normes parmi ces quatre-là. Et il y a un lien ici pour trouver plus de détails sur les normes que vous pouvez inclure dans vos cahiers des charges. Et du coup, une fois que le marché est remporté, l'installateur soumet à l'approbation de l'auteur de projet les plans de détail et d'exécution des installations, ainsi que les notes de calcul, liste de matériel complète, etc. Et donc, donc il faut bien comprendre qu'une fois que le marché est remporté, ce qui a été mis dans le cahier des charges doit toujours être soumis à l'approbation est sujet à évolution, par exemple s'il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Si l'installateur veut faire des modifications, il devra le soumettre à approbation. Et en général, quand il fait un changement dans le matériel, il doit s'aligner sur la qualité et sans surcoût par rapport à l'offre, évidemment. Ensuite, pour l'organisation du chantier, donc assez standard, mais tous les frais d'organisation du chantier doivent être compris dans le prix de la soumission.
Et donc, il faudra utiliser tout ce qui est échelle, échafaudage, etc. sera donc inclus dans le prix qui sera soumis. Et comme je l'ai dit, voilà, il faut respecter le RGPT. Et alors, un autre point d'attention concerne les percements. C'est important de bien préciser dans le cahier des charges que ces percements éventuels sont à la charge de l'installateur. Et idem, si vous avez une nouvelle construction et que vous coulez des chapes de béton, par exemple, il faudra prévoir que les réservations éventuelles pour le câblage doivent être faites bien en temps et en heure pour ne pas que on se retrouve avec des situations où le béton a été coulé et le câblage n'a pas été prévu. Et donc, pour cela, l'entrepreneur doit fournir des plans où il réserve les plans de câblage pour que la réservation soit faite en temps et en heure. Donc ensuite, il y a un autre type de modalité qui concerne le dossier as-built. Donc ça, c'est vraiment le dossier une fois que enfin, c'est juste avant la réception provisoire de l'installation, il sera transmis au pouvoir adjudicateur par l'installateur. C'est vraiment le dossier qui reprend en détail comment l'installation a été réalisée et donc un peu le- la description finale de l'installation, donc qui contient plein de choses, hein, les fiches techniques, les numéros de série des panneaux et des onduleurs, les notes des utilisations, le rapport de contrôle euh, RGIE, donc je vais revenir là-dessus pour la mise en service, et la liste des sous-traitants éventuels, euh, ainsi que des informations sur ces sous-traitants. Ensuite, pour la construction, il y a deux aspects assez importants, c'est la stabilité et l'étanchéité. Pour ce qui est de la stabilité, donc si vous avez un doute sur la stabilité du bâtiment, alors il convient de réaliser une étude de stabilité au préalable pour s'assurer que le bâtiment puisse accueillir une charge supplémentaire d'environ 15 kg par mètre carré, kilogrammes par mètre carré. Et donc, euh, si vous réalisez cela, euh, il faudra quand même enfin, dans tous les cas, l'installateur devra s'assurer que la surcharge de ce qu'il propose respecte ce qui aura été convenu dans cette étude de stabilité. Euh, et au-delà, s'il ne respecte pas cela, c'est évidemment à sa responsabilité qui sera engagée. Pour ce qui est de l'étanchéité, l'installateur veillera à proposer dans son offre un système de fixation étanche. Et pour cet aspect-là, en fait, il y a une garantie de 10 ans, une garantie décennale. Et donc, toutes les modifications qu'il va apporter sur la toiture doivent être vraiment garanties en termes d'étanchéité. Et c'est sa responsabilité qui sera engagée si à l'avenir on trouve un- que ce n'a pas été, l'étanchéité n'a pas été conservée. Ensuite, il y a la couverture de toiture. Euh, donc, l'état de la couverture des toitures doit être connu de l'installateur et donc il est responsable du bon écoulement des eaux pluviales. Euh, et alors, j'en profite pour évoquer à nouveau le principe du photovoltaïque sur des parkings, puisque si c'est votre cas, la récupération d'eau de pluie est vraiment un plus dans ces cas-là. Pour ce qui est de l'accessibilité et de l'entretien, il faut évidemment que l'entrepreneur prévoit que la surveillance et le petit entretien puissent toujours être réalisés en toute sécurité. Donc, en termes de sécurité, enfin voilà, il faut prévoir un espace minimum pour que l'on puisse passer. Donc, c'est aussi à vous de vous assurer que si par exemple sur le haut de votre bâtiment, vous avez des activités de maintenance, qu'on laisse bien le, le bon, la bonne distance avec les panneaux pour que toutes ces activités-là puissent se dérouler correctement par la suite. Ensuite, je viens à la partie équipement. Donc, en effet, je l'ai déjà évoqué, mais en cas de force majeure, de rupture de stock, etc., de faillite d'un fournisseur, il peut arriver que du matériel doive être modifié par rapport à ce qui avait été prévu dans l'offre.
Dans ce cas-là, effectivement, l'installateur a le droit de remplacer les composants identifiés, mais ils doivent respecter les performances qui avaient été prévues, et ce, sans augmentation de prix. Et si cela n'est pas... Enfin, le pouvoir adjudicateur a malgré tout le droit de résilier le marché, et ce, sans indemnité. Mais bon, évidemment, dans la plupart des cas, on préférera l'option 1, qui est de changer le matériel sans augmentation de prix, puisque les panneaux, il est possible de trouver relativement facilement des pièces sur le marché qui puissent convenir malgré tout. Pour ce qui est des modules photovoltaïques, voilà, ici vous avez une liste de critères auxquels ils doivent répondre. Alors, j'ai mis en gras ceux qui sont les plus importants. Alors, nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est d'utiliser le silicium monocristallin qui est devenu un peu la norme aujourd'hui. Le rendement, vous pouvez mettre un minimum de rendement, par exemple de 17%. Une garantie de performance de 80% après 20 ans dans les conditions d'essai standard, et une garantie mécanique des modules de 10 ans minimum. Alors, de nouveau, ici, euh, si vous le mettez comme tel, c'est vraiment minimum, et vous pouvez, comme on l'a vu, euh, enfin, intégrer ces garanties, les mettre dans les critères d'attribution pour que l'installateur ait tendance à davantage proposer quelque chose d'encore mieux, d'encore plus durable et une meilleure garantie. Alors voilà, dans dans tous ces critères, on a voilà, respecter des vitesses de vent, enfin tenir à des vitesses de vent, à la grêle, à la neige, voilà, une bonne euh, tenue, une bonne sécurité, etc. Mais ce sont des choses assez standards. Pour ce qui est des optimiseurs, ils ne sont pas indispensables, mais si l'ombrage est partiel ou le fonctionnement est non uniforme, par exemple si on a deux orientations euh, très différentes, par exemple à 180 degrés de différence, c'est possible que des optimiseurs permettent d'augmenter le rendement dans ce cas-là. Mais ça, c'est à voir en préétude. Mais clairement, des optimiseurs peuvent être utiles à rajouter dans l'offre. Et donc voilà, j'en profite également pour rappeler que si un permis d'urbanisme est nécessaire et qu'il prévoit, enfin, il faut intégrer les prescriptions urbanistiques dans le cahier des charges, et il est utile aussi de demander un plan 3D de l'installation euh, dans, vu dans son environnement pour que quand vous remettez votre permis d'urbanisme, vous puissiez présenter ces documents à l'administration. Et bah, par exemple, pour tout ce qui est esthétique, par exemple, voilà, les modules photovoltaïques, prévoir éventuellement du full black, donc qu'ils aient une certaine couleur pour respecter certaines règles urbanistiques. Pour ce qui est des systèmes de fixation, donc principalement dans le cas d'une toiture plate ou d'un champ photovoltaïque. Ça pourrait être utile dans votre préétude de savoir ce que vous voulez comme orientation, évidemment, et du coup, vous pouvez parfois choisir un système de fixation en triangle qui, en fait, comme vous le voyez sur la première image ici, euh, vous avez deux rangées de panneaux qui sont adossées l'une à l'autre, et ça réduit l'ombre portée d'une rangée sur une autre. Et ça implique du coup une inclinaison des panneaux légèrement plus faible, à 15-20 degrés, par rapport à plutôt du 30-35 si on les avait mis en rangée dans la même orientation, comme c'est le cas dans la deuxième euh, image. Sur la deuxième image, bon, pour le coup, mauvais exemple, ils sont aussi inclinés à seulement quelque chose comme 15-20 degrés, mais parfois sur les champs photovoltaïques, vous verrez que quand on les met tous vers la même orientation, ils sont un peu plus inclinés à 35 degrés. Et alors là, il y a une ombre portée d'une rangée sur l'autre, et c'est pour ça qu'il y a un plus grand espacement entre les rangées. Et du coup, l'option 1 ici permet une un meilleur calpinage, une meilleure optimisation de l'espace, mais ça a des impacts effectivement sur la courbe de production.
Et donc ça vaut la peine de préciser si vous voulez absolument un système de fixation en triangle ici, par rapport à un système plus classique. Pardon, pas plus classique, parce que le système en triangle est une bonne pratique depuis déjà un certain temps pour des toitures plates ou des champs photovoltaïques. Et du coup, voilà, en général, on définit que la structure doit être la structure métallique avec accessoires de montage doit être en aluminium avec des matériaux non corrodables et ça doit être garanti 10 ans également. Pour ce qui est des onduleurs, il y a vraiment de nouveau une garantie de rendement que l'on peut exiger de l'installateur. Cette garantie de rendement, on conseille de la fixer à 90% minimum. Ça c'est 90% de rendement à une puissance de 5% de la puissance nominale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous produisez par exemple 1 kW avec vos panneaux, pardon, vous avez une installation de 10 kW créée, eh bien à 5% de cette puissance, oh, pardon, c'est la puissance onduleur. Donc si par exemple l'onduleur fait 10 kW, 10 kVA pour être précis, à 5% de cette puissance, il faut que le rendement délivré soit d'au moins 90%. Donc ça veut dire qu'il y aura 10% de perte maximum à ce régime de fonctionnement. Et donc, parce qu'en fait, un onduleur, pour la petite info, les panneaux ils produisent une certaine puissance qui est du coup en courant continu. L'onduleur va le transformer en courant alternatif, mais euh, les lois de la nature font que il y a des pertes à la conversion, et ces pertes sont plus grandes lorsqu'on est à un faible régime par rapport à la puissance totale de l'onduleur, et elles sont très, très, très faibles lorsqu'on est à plein régime, je vais dire. Mais bon, voilà, ça c'était pour un peu plus précisément, un peu plus technique. Ensuite, il y a les garanties sur les pièces et la main-d'œuvre que l'on vous recommande de fixer à 10 ans pour les onduleurs. Enfin, disons que la garantie minimale elle est à 5 ans, et je vais y venir, mais vous pouvez clairement demander 10 ans pour favoriser vraiment du matériel de grande qualité. C'est ce qu'on vous recommande. Ensuite, voilà, il y a du marquage CE, comme je l'avais déjà dit. Ils doivent être équipés d'un système de protection contre la surtension, ils doivent être conformes aux prescriptions SINERICRI, donc ça c'est assez standard, et respecter une température entre -25 et 55, ça c'est assez standard. Et vous pouvez demander une consommation nocturne de maximum 2,5 watts, histoire que l'onduleur ne consomme pas en permanence sur une année. Ça peut représenter une grosse consommation. Si vous avez un onduleur qui, avec un peu de malchance, vous n'avez pas été attentif, il consomme 5 watts euh, ou 10 watts, ben, en fait, sur une année, ça peut représenter une certaine consommation. Donc ça peut être un indicateur que vous voulez, une contrainte pour quelque chose que vous voulez, une exigence. Et alors, il peut être aussi nécessaire de demander qu'il y ait un écran d'affichage LCD sur cet onduleur. Le but, c'est donc de pouvoir voir à l'œil les puissances de sortie, et ça permet de détecter un mauvais fonctionnement ou de faire un peu un... Si vous voyez qu'il y a un souci avec l'installation, en fait, avoir cette information euh, en visuel permet de faire un peu le diagnostic plus aisément. Ensuite, voilà, si vous êtes au-dessus de 30 kVA, comme je l'ai dit, il faudra installer un relais de découplage, et donc il est possible, enfin, je rappelle que ça peut être une idée, selon ce que vous voulez installer, de limiter votre installation à 30 kVA. Si vous voulez installer 35, bah, dans ce cas-là, autant peut-être mettre la limite à 30. Pour ce qui est du monitoring, ce qui est un point assez intéressant, enfin de plus en plus en fait, c'est donc le monitoring, c'est le suivi, c'est le système qui va vous permettre de suivre, réaliser un bilan énergétique de votre installation. Donc on vous recommande de prévoir, que l'installateur prévoit qu'il puisse être possible de visualiser les rendements avec des graphiques, de détecter les pannes automatiquement via email ou autre, si jamais l'installation ne produit pas ce qu'elle devrait, entre guillemets.
si elle descend, si elle produit en dessous de certains seuils. Et alors, très important, un relevé à distance en temps réel des index de production, mais aussi donc la valeur de comptage certifié, c'est pas indispensable, mais par contre, le relevé à distance en temps réel des index de prélèvement et d'injection. Donc production, prélèvement et injection, c'est un peu les trois éléments de base qu'il est important de suivre. Et donc, c'est en connaissant ces trois valeurs en permanence, vous allez pouvoir vraiment être à même de faire un bilan énergétique et ça, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, en collectant toutes ces données, ça va être très intéressant pour un éventuel, parce que la consommation du site, elle est amenée à évoluer sur les 30 années de la durée de vie des panneaux. Et donc, admettons que d'ici 5 à 10 ans, vous passiez à un système de pompe à chaleur pour le chauffage de votre bâtiment et que ça augmente la consommation électrique, ou vous passiez à des boilers thermodynamiques pour l'eau chaude sanitaire ou de la mobilité électrique, et bien en fait, dans ce cas-là, avoir un monitoring adapté et précis vous permettra de quantifier quelle autoconsommation future vous pourriez dégager en rajoutant de la consommation électrique ou en diminuant de la consommation électrique actuelle, en la déplaçant. Par exemple, si vous avez des boilers électriques et que vous pouvez les piloter eh bien, en changeant de moment où vous les utilisez entre la nuit vers la journée, quand il y a du soleil, ça vous permet en fait de vraiment euh, quantifier plus précisément euh, et comprendre comment mieux valoriser votre électricité produite. Et donc ça, voilà, je voulais insister sur l'aspect monitoring qui euh, est vraiment tenant compte de la durée de vie des panneaux, qui est de 30 ans, vraiment nécessaire à notre sens. Voilà, et du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais la possibilité d'export des données en format CSV ou équivalent, ça vaut toujours la peine de le mentionner, comme ça, vous pourrez pas uniquement voir les graphiques, mais aussi les télécharger et travailler sur ces données, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, à nouveau, peut-être que vous, ça vous parle pas et vous dites ça ne m'intéresse pas, mais en fait, si quelqu'un d'autre peut utiliser ces données et les exploiter à l'avenir, ça peut vraiment être utile. Voilà. Ensuite, un petit slide sur les garanties minimales recommandées. Alors, pour l'étanchéité, je l'ai déjà évoqué, mais donc il y a une garantie légale de 10 ans minimum. Pour l'installation et les pièces défectueuses et main-d'œuvre, c'est 2 ans qui est recommandé. Pour les panneaux solaires, donc pour la garantie produit, donc mécanique, c'est minimum 10 ans prévu par la loi. Alors vous pouvez aller via des critères d'attribution essayer de chercher plus que ça, hein, c'est possible. Pour les garanties de performance, donc tout ce qui est rendement, euh, vraiment le minimum, comme j'ai dit, c'est 80% après 25 ans. Mais de nouveau, les critères d'attribution permettent d'aller demander un petit peu plus auprès de l'installateur et vous pouvez préciser à 10 ans, à 25 ans, il y a moyen d'être un peu plus précis à ce niveau-là. Et alors, finalement, pour l'onduleur, on est sur une garantie légale de 5 ans, mais les bons fabricants proposent 10 ans. Donc, nous, on vous recommande d'essayer d'avoir du 10 ans de garantie. Alors, voilà, de nouveau, c'est une garantie, hein, ça ne veut pas dire que l'onduleur, après 5 ou 10 ans, tombe en panne, mais voilà, un onduleur, am- on estime en général, comme vous l'avez vu, je vous en avais déjà parlé dans le webinaire 3, on estime euh, une durée de vie de 15 ans minimum, mais ça pourrait être un peu pessimiste dans une analyse de rentabilité. Dans les faits, un onduleur tient 20 ans sans problème. Aujourd'hui, il y a même des fabricants d'onduleurs qui tiennent compte de 25 ans de vie d'un onduleur. Donc voilà, les 5 ans de garantie légale ne veulent pas dire que c'est la durée de vie espérée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous recommande de plutôt viser 10 ans de garantie. C'est pas très compliqué non plus. Voilà, et donc je l'ai dit, on peut intégrer les garanties dans les critères d'attribution pour favoriser leur niveau de qualité. Ensuite, un petit mot sur les travaux préliminaires.
Donc, il est important de savoir que la définition du tracé des installations, des matériels et canalisations doit être approuvée par l'auteur du projet avant le début des travaux. Donc, comme en fait, désolé, je vous l'avais déjà dit, mais c'était pas sur mes slides. Euh, ce qui est dans l'offre doit quand même être soumis et validé par l'auteur de projet avant les travaux. Et c'est important de ne pas la négliger parce que euh, si les plans que vous allez recevoir dans l'offre, ce ne sont pas les plans d'exécution, il peut y avoir une négociation sur exactement le tracé des câbles, etc. Et on peut les revoir avec l'auteur de projet. Ensuite, la mise en service, qui est donc la dernière étape. C'est là que l'installateur, on recommande, enfin, en général, l'installateur va prendre en charge la mise en service auprès du GRD. Donc si c'est le cas, c'est bien de préciser dans le cahier des charges que c'est bien sa responsabilité, à moins que vous ayez envie de vous-même, parce que c'est votre domaine d'expertise et vous avez envie de gérer vous-même ces procédures, mais de toute manière, l'installateur, il va devoir être présent pour ces rendez-vous avec le GRD ou l'organisme agréé, par exemple. Dans ce cas-là, enfin, vous pouvez être là et vous occuper de fixer les rendez-vous, etc. Mais vous pouvez aussi déléguer sans souci cette tâche à l'installateur. Euh, et lui, c'est vraiment son métier et il a l'habitude, etc. Donc voilà. Et du coup, il y a le rapport de conformité au RGIE qui doit être fait, qui doit être délivré par un organisme agréé. La preuve de conformité à la prescription Synergrid doit aussi doit fournir un schéma unifilaire et il y a le schéma de position dans le bâtiment. Donc tous ces documents sont donc à prendre en charge par l'installateur. Euh, et cette installation, une fois qu'elle est opérationnelle, après la mise en service, la réception peut être signée et c'est un petit peu la dernière étape avant vraiment la mise en production de l'installation. Voilà, donc ici, on vous a mis une slide sur laquelle vous pouvez cliquer, vous pouvez cliquer sur le lien afin de consulter un cahier spécial des charges, un modèle de cahier spécial des charges avec pas mal d'infos sur les clauses techniques, principalement liées au photovoltaïque. Et du coup, là, vous avez encore plus de précision que cette présentation n'en propose. Ensuite, il n'est pas encore disponible en ligne, mais on va le mettre à disposition. Il y a ce modèle de cahier des charges spécifique pour les marchés de fourniture au-dessus des seuils européens. Oui, je disais tout à l'heure que je vous l'enverrai via le chat, mais en fait, c'est pas techniquement possible. Donc, je vous l'enverrai avec les slides juste encore aujourd'hui. Donc, vous pourrez avoir accès à ce marché de fourniture type. Et pour revenir juste au slide précédent, donc c'est un cahier spécial des charges qui se base sur un modèle économique de tiers investisseur. Donc en fait, on n'est pas sur un marché de fourniture comme on l'a évoqué ici au cours de cette présentation. Nous, ce qui nous intéressait, enfin, au-delà du modèle économique qui peut être intéressant pour vous aussi, hein, pourquoi pas, mais ce qui nous a intéressé dans ce modèle de Ketchup, c'est vraiment les aspects techniques comme Olivier l'a évoqué. Ouais, merci pour cette précision. Voilà. Et alors, ici, c'est donc le portail des marchés publics, qui est toujours une bonne base de données, d'informations à consulter. Et voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et voilà, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a sur cette slide, vous pouvez cliquer sur le formulaire d'évaluation qui vous sera envoyé par mail également. Je vais bien le mettre dans le chat aussi. Donc, Voilà. n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour compléter l'évaluation. Ça nous est précieux pour nous améliorer. Et puis, c'est aussi précieux pour l'administration, le SPW et le cabinet de savoir à quel point ces formations, ces webinaires et le contenu qui ont été développés vous ont été ou vous seront utiles pour développer et mettre vraiment en œuvre vos projets. Merci. Merci. Et donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant.
tous en même temps. Si tout était clair et limpide. Ok. Oui. Jean-Luc. Oui, on aura les slides et tout ça, hein, parce que moi, la fois dernière, je les ai pas reçus, donc de la présentation aujourd'hui. Normalement, je vous ai tout envoyé dans le lien, dans le mail d'invitation pour la. Ah, d'accord, c'est dans le mail d'invitation, bah, ça va, je n'ai pas bien J'avais vu. fait un lien externe, un lien WeTransfer avec l'ensemble des contenus qui ont été développés jusqu'ici. Bon, bah, je vais vérifier alors. Avec les... Ah, bah oui, ça va, je viens de le voir, ça va. Ok, merci. Avec plaisir. Ok, bah, écoutez, si personne n'a d'autres questions, on va s'arrêter ici, mais évidemment, on est joignable si d'autres des questions surviennent par la suite, par mail. Vous avez le mail de Johanna et de moi, en bon français. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà. J'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes, puisqu'on ne se reverra pas d'ici là. Oui, bonne fin d'année. Merci. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Merci, bonne fête de fin d'année.